L'histoire commence avec Shiki, un lycéen adolescent qui a été expulsé en raison de ses fréquentes bagarres avec ses camarades de classe. En parlant au téléphone avec un ami, il fait semblant de ne pas être dérangé par son expulsion de l'école. Quelques instants plus tard, le père de Shiki entre en trombe dans la pièce et le frappe sur la tête après avoir entendu sa conversation téléphonique et réalisé qu'il a encore été expulsé de l'école. Il n'arrive pas à croire que Shiki ait fait une telle erreur. Il essaie de le frapper une deuxième fois par colère, mais Shiki esquive rapidement et saute sur son lit pour l'éviter. Après s'être calmé, son père exige toujours une explication de Shiki concernant son expulsion. Il se demande aussi comment Shiki a obtenu toutes les armes stockées dans sa chambre, en soulignant qu'il possède un magasin d'alcool, pas une armurerie. Enfin, il avertit Shiki de changer de comportement avant que cela ne détruise son avenir. Mais Shiki n'a pas aimé ces mots et il réplique à son père en criant qu'il est content qu'il ne soit pas lié par le sang parce qu'il ne voudrait jamais devenir comme lui. Ces derniers mots ont fait mal. Et Shiki peut dire qu'il est allé trop loin au moment où les mots quittent sa bouche. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, le téléphone sonne en bas dans le magasin de spiritueux que le père de Shiki gère. Il va répondre et est surpris d'entendre quelqu'un passer une grosse commande de bière. Comme il n'a généralement pas beaucoup de clients, il est plus qu'heureux de l'accepter. Il monte dans sa voiture pour livrer le colis et dès que Shiki le voit s'éloigner en voiture, il commence à murmurer, regrettant la tournure des événements. Soudain, un bruit fort résonne à l'extérieur de sa chambre et avant qu'il ne s'en rende compte, une brume noire l'enveloppe comme une corde, le traînant dans la rue. Shiki est étourdi par la chute, comprenant à peine ce qui se passe lorsqu'un homme mystérieux sort de la fumée. L'homme semble le reconnaître. Sorti de nulle part, une voiture percute l'homme, le plaquant contre le mur. Alors que l'homme est inconscient, le père de Shiki lui crie de monter maintenant. Sans hésitation, Shiki saute dans la voiture de son père. Mais une fois que les choses semblent s'être calmées, il a quelques questions. D'abord, il exige de savoir pourquoi un type au hasard vient de le traîner dans la rue. Et plus important encore, pourquoi son père a agi si naturellement en renversant le gars comme si ce n'était pas grave. Le père de Shiki insiste sur le fait que quelqu'un comme Samidar ne serait pas tué par un simple accident de voiture. Toujours confus, Shiki a du mal à tout assimiler, jusqu'à ce que son père révèle enfin la vérité. Il explique que Shiki descend d'un Oni, tandis que Samidar vient de la lignée de Momotaro. C'est pourquoi Samidar est si déterminé à le traquer. Shiki est trop choqué pour répondre, et bien qu'il y ait encore beaucoup à expliquer, son père n'a pas le temps de s'étendre. Samidar les a déjà rattrapés. Une brume noire rampante enveloppe la voiture, provoquant une panne. Sans autre choix, le père de Shiki s'arrête dans une usine abandonnée à proximité, désespéré de s'échapper avant que la voiture ne tombe complètement en panne. Après être sorti, Shiki jette un coup d'œil en arrière et voit la voiture complètement engloutie par cette même étrange brume noire. Mais avant qu'il ne puisse demander ce que c'est, la voiture explose soudainement dans une énorme boule de feu. Au milieu de tout ce chaos, le père de Shiki détourne le regard juste un instant et dans ce bref instant, Samidar parvient à prendre Shiki. À l'intérieur de l'usine, Samidar piège Shiki en l'air avec sa brume noire en forme de toile d'araignée. Quand Shiki lui demande ce qui se passe, il répond froidement que toute personne avec du sang d'Oni n'est qu'un parasite qui doit être éliminé. Avec cela, Samidar se prépare à en finir définitivement avec Shiki, mais avant que Samidar ne puisse frapper, le père de Shiki arrive pour l'arrêter. En intervenant, il révèle que les histoires de Momotaro et des Oni sont réelles et que leur conflit dure depuis des milliers d'années. Au fil du temps, les descendants de Momotaro ont poursuivi la mission d'éradiquer les Oni, ce qui a conduit à la création de l'agence Momotaro. Shiki reste perplexe par tout cela, mais son père n'a jamais pensé qu'un garçon comme lui comprendrait tout de suite. Pour l'instant, il ordonne à Shiki de rester en arrière pendant qu'il s'occupe de Samidar. Cependant, dès que Samidar entend que le père de Shiki prévoit de l'affronter, il invoque deux épées de la brume sombre et se précipite en avant avec une vitesse incroyable. Cependant, le père de Shiki contre-attaque en invoquant sa propre lame de brume, déviant le coup. La brume noire est une capacité distinctive exclusive aux descendants de Momotaro. Le père de Shiki faisait autrefois partie de l'agence Momotaro et a même combattu aux côtés de Samidar dans le passé, son vrai nom, Tsuyoshi Momotaro. Cependant, il a abandonné cette vie il y a des années pour élever Shiki loin de la portée de l'agence. Malheureusement, il ne pourrait jamais garder Shiki caché pour toujours. Samidar interroge alors Tsuyoshi, lui demandant s'il a oublié à quel point les Oni sont vraiment dangereux. Mais Tsuyoshi n'a aucun intérêt à en discuter. Sa seule préoccupation maintenant est de garder Shiki en sécurité.
Tsuyoshi tient tête à Samidar pendant un moment, mais finalement, Samidar trouve une ouverture et lui entaille la poitrine en un éclair. Tsuyoshi s'effondre au sol, inconscient, laissant Shiki horrifié par ce qu'il vient de voir. Shiki crie à Samidar d'avoir blessé son père. Samidar reporte alors son attention sur lui, prêt à en finir. Mais juste au moment où il s'avance, Tsuyoshi, utilisant le reste de ses forces, attrape la jambe de Samidar pour l'empêcher d'atteindre son fils. Samidar exige de savoir pourquoi Tsuyoshi prendrait tant de risques pour protéger un enfant avec du sang d'Oni. Mais Tsuyoshi répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Il reconnaît que Shiki n'est peut-être pas la meilleure personne. Et oui, il a du sang d'Oni, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Avec cela à l'esprit, Tsuyoshi défie Samidar, lui demandant comment il pourrait justifier de tuer un enfant. Les mots de Tsuyoshi sont percutants, ravivant la culpabilité que Samidar porte ces derniers temps, mais il refuse d'en entendre davantage. Il invoque son épée, prêt à abattre Tsuyoshi. Shiki ne peut rien faire d'autre que regarder avec désespoir alors que son père fait face à la mort aux mains de Samidar. Et la seule chose qui traverse l'esprit de Shiki est un désir écrasant de tuer Samidar. Le sang commence à couler de chaque partie du corps de Shiki alors que son esprit est consumé par une haine pure. Au moment où Samidar se retourne vers lui, Shiki a disparu. Soudain, Samidar entend le bruit de plusieurs armes qui s'arment juste à côté de sa tête. Surpris, il saute instinctivement en arrière, esquivant de justesse l'attaque, mais il n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouve Shiki. À ce moment-là, une goutte de sang tombe au sol. Samidar lève les yeux seulement pour voir Shiki accroché au plafond. Il est stupéfait que Shiki ait réussi à débloquer ses pouvoirs d'Oni et à manipuler son propre sang si rapidement. Mais la véritable terreur réside dans ce que signifient ses capacités, la perte de l'humanité. Sans elle, les Oni sont totalement impitoyables, et Shiki ne fait pas exception. Samidar lève son épée, se préparant pour le prochain mouvement de Shiki. Mais alors que Shiki commence à lancer des missiles de sang sur lui, Samidar réalise rapidement qu'il est surpassé et commence à battre en retraite. Il parvient à sortir de la zone d'explosion juste à temps, mais le combat est loin d'être terminé. Shiki surgit à travers la fumée et donne un coup de pied puissant qui envoie Samidar voler dans des décombres. Shiki se penche ensuite sur Samidar et déclenche un barrage dévastateur de tirs. L'entrepôt entier est détruit dans le chaos, mais d'une manière ou d'une autre, Samidar survit à l'assaut. Encore plus inattendu, Shiki revient à sa forme humaine. Confus, il se regarde, déconcerté par le sang qui couvre son corps. Une réaction typique car il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant sa transformation, et Samidar prévoit de profiter de la confusion pour en finir avec Shiki avant qu'il ne se transforme à nouveau. Il commence à charger vers Shiki, répétant que tous les Oni doivent être éliminés sans exception. Shiki n'est pas encore capable de contrôler cette transformation à volonté, donc il est, assez inutile. Juste au moment où la lame est sur le point de frapper, Tsuyoshi se jette sur le chemin et encaisse le coup. Samidar est stupéfait que Tsuyoshi risque sa vie pour un Oni, mais le père de Shiki réfléchit aux souvenirs précieux qu'il a partagés avec Shiki et se sent en paix, croyant que sa vie a été significative. Épuisé par le combat et conscient que leur affrontement attire une attention indésirable, Samidar décide de battre en retraite. Pour protéger le secret de l'agence Momotaro, il disparaît dans un nuage de brume noire. Après la disparition de Samidar, Tsuyoshi tombe dans les bras de Shiki et il devient profondément inquiet. Il dit rapidement qu'il va appeler à l'aide, mais Tsuyoshi l'arrête, expliquant que personne ne peut l'aider maintenant. Il est déjà trop tard. Tout ce qu'il veut, c'est avoir une dernière conversation avec Shiki avant de partir. Avec ses dernières forces, Tsuyoshi s'excuse d'avoir caché la vérité toutes ces années. Ce n'était pas facile à avouer, mais maintenant, avec le temps qui lui est compté, il ne peut plus rester aux côtés de Shiki. Son dernier souhait est que Shiki devienne assez fort pour écraser à la fois le clan Momotaro et les Oni. Ce n'est qu'alors qu'il sera vraiment libre. Shiki crie à son père, refusant d'accepter ses paroles de mourant. Il ne le laissera pas mourir, pas maintenant. Déterminé, il soulève Tsuyoshi et commence à l'emmener à l'hôpital. Voir à quel point Shiki se soucie de lui fait sourire Tsuyoshi, mais ses blessures sont bien trop graves. Après quelques secondes, le corps de Tsuyoshi cède complètement et il s'effondre au sol. Shiki supplie son père de se réveiller, disant désespérément qu'il n'a pas eu la chance de s'excuser ou de se racheter pour les mots durs qu'il a prononcés ce matin-là. Mais c'est inutile, Tsuyoshi est déjà mort. Shiki s'effondre, assis à côté du corps sans vie de son père.
Soudain, quelqu'un apparaît derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester là, car il y aurait trop de curieux. Shiki est pris au dépourvu et se prépare à un autre combat, mais avant même qu'il puisse réagir, il est frappé au cou et perd immédiatement connaissance. Au même moment, les dirigeants de l'agence Momotaro sont en plein chaos après avoir appris que Samidare n'a pas pu tuer Shiki. Certains se demandent même s'il ne perd pas son efficacité. Cependant, compte tenu des circonstances, ils comprennent pourquoi il s'est retiré. Ils ne peuvent pas risquer d'exposer leur organisation au public. Ils sont donc déterminés à empêcher le public de découvrir l'existence des Oni. C'est pourquoi ils prévoient d'éliminer Shiki dès qu'il sera à leur portée. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, car en ce moment, Shiki a été transporté sur une île isolée au milieu de nulle part, le rendant presque impossible à localiser maintenant. Le plan est d'inscrire Shiki dans une école remplie d'autres Oni comme lui afin qu'il puisse développer correctement ses capacités. Mais avant tout, Naito doit mener une évaluation détaillée pour déterminer si Shiki vaut réellement l'effort. Cependant, le directeur avertit Naito de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne meurt avant d'être entièrement formé et prêt pour le combat. Un peu plus tard, Shiki reprend conscience et réalise qu'il est attaché à une chaise, tandis que l'homme derrière lui fait des exercices avec son parapluie. Étrangement, cela n'est même pas la chose la plus aléatoire que Shiki ait rencontrée. L'homme se présente comme Naito, et maintenant que Shiki est réveillé, il dit qu'il est temps d'expliquer tout. D'abord, il expose ses cornes pour prouver à Shiki qu'ils sont tous les deux des Oni, puis il explique que Shiki a été amené là pour deux raisons, l'évaluation et la récupération. Comme Shiki le sait, l'agence Momotaro utilise la brume noire pour traquer les Onis comme eux. La personne qui a tué le père de Shiki faisait partie de cette organisation, dont la mission ultime est d'éradiquer tous les Oni du monde. Pour les contrer, l'agence Oni a été créée et le rôle de Naito est de localiser les Oni nouvellement éveillés comme Shiki et de déterminer s'ils sont aptes à rejoindre. C'est essentiellement tout ce qu'il y a à savoir. Avec cela, Naito récupère sa planche et desserre les liens sur la bouche de Shiki pour qu'il puisse parler et poser des questions. Une fois que Shiki retrouve la capacité de parler, il commence immédiatement à crier sur Naito, exigeant des réponses sur l'endroit où se trouve son père. Irrité par tous ces cris, Naito retire quelques points de l'évaluation de Shiki et explique que le corps de son père est stocké en toute sécurité. Cependant, il ajoute brutalement que cela n'a pas vraiment d'importance puisque l'homme est déjà mort. Shiki lutte pour se libérer, mais c'est précisément à cause de ce comportement agressif que Naito l'a retenu dès le départ. Donc, il n'y a aucune chance qu'il le laisse partir pour l'instant. Shiki est furieux, mais il se rend compte que crier ne lui servira à rien. Shiki prend un moment pour se ressaisir et demande calmement à Naito de le laisser partir, disant qu'il a des affaires inachevées avec un type qui a tué son père. Mais même si sa voix est posée, la colère est toujours visible sur son visage, alors Naito refuse sa demande. En plus de cela, il sait que Shiki n'aurait de toute façon aucune chance contre un agent Momotaro. Mais si Shiki est si déterminé à gâcher sa vie, Naito pense qu'il y a une meilleure façon de l'évaluer. Il enlève sa cravate et avant que Shiki ne puisse réagir, Naito apparaît derrière lui et commence à l'étrangler avec. Le test est simple. Shiki doit s'échapper d'une manière ou d'une autre. S'il échoue, il meurt. L'un ou l'autre résultat convient à Naito. Shiki n'est pas prêt à laisser un inconnu lui prendre la vie. Il se bat désespérément, même lorsque le sang commence à remplir ses yeux. Mais à la fin, il s'effondre inconscient. Naito est prêt à l'étrangler pour de bon. Mais lorsque Shiki perd connaissance, son subconscient prend le contrôle, déclenchant son état de berserker Oni. Le sang sur le sol forme soudainement des pointes acérées, forçant Naito à battre en retraite. Au moment où il détourne le regard, Shiki invoque une mitrailleuse et la pointe directement sur lui. Shiki appuie sur la gâchette sans hésiter, mais lorsque la fumée se dissipe, Naito reste indemne, protégé par son parapluie. Il est clair pour lui que Shiki n'a pas encore maîtrisé ses capacités. La seule façon pour lui de se battre est de perdre le contrôle et de devenir fou furieux. Cependant, Naito voit cela comme le moment idéal pour lui donner une leçon, alors il vise à maîtriser Shiki aussi doucement que possible. Quand Shiki reprend enfin ses esprits, il remarque que son bras est trempé de sang et que Naito se tient au-dessus de lui. Il est complètement confus quant à ce qui vient de se passer, mais Naito n'est pas surpris. Quand un Oni devient fou, il perd toute conscience et détruit tout autour de lui. C'est exactement pourquoi la pièce est maintenant couverte de sang. Shiki n'arrive toujours pas à comprendre ce que dit Naito et Naito commence à soupçonner que ce type est peut-être juste un idiot. Pour être clair, Naito voit Shiki comme un brute maladroit qui ne sait pas comment contrôler son sang. Alors il lui dit qu'il est officiellement disqualifié. Shiki bouillonne de rage face à la tournure des événements, mais à travers sa colère, une vérité devient indéniable.
Naito est d'un tout autre niveau. Il n'y a aucun moyen que Shiki puisse le vaincre seul. L'admettre blesse son orgueil, mais s'il veut affronter l'agence Momotaro et venger son père, il aura besoin de toute l'aide possible. Shiki ravale sa fierté et incline la tête, suppliant Naito de le prendre comme élève. Mais Naito en a déjà assez de lui et le rejette immédiatement. Dans un vrai combat, foncer sans réfléchir est une condamnation à mort et quelqu'un comme Shiki, qui a perdu le contrôle et est devenu fou, ne survivrait pas longtemps. Il ne peut pas gérer son sang et franchement, c'est juste un idiot. Naito n'a aucun intérêt à gaspiller du temps sur un élève sans espoir comme ça. Maintenant que Naito a réalisé que Shiki ne vaut rien, il ne peut pas se permettre de laisser un berserker incontrôlable en vie et doit l'éliminer. Shiki est choqué par les mots de Naito, mais d'après ce qu'il sait de lui, il comprend que la menace est réelle. S'il veut vivre, il devra agir vite. Shiki se retourne et s'enfuit alors que Naito invoque son parapluie de sang, mais il sait qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper avant que l'attaque ne frappe. Alors à la place, il fonce droit sur lui. Naito se dit que ce type a dû perdre la tête. Il n'y a aucun moyen que Shiki puisse gagner dans un affrontement direct. Pour l'arrêter, Naito invoque un mur de pointe et passe rapidement en revue tous les mouvements possibles que Shiki pourrait essayer. Attaque de côté. Sauter par-dessus ou récupérer car il n'y a pas moyen de traverser les pointes. Et comme Naito s'y attendait, Shiki opte pour le saut. Ce que Naito n'avait pas prévu, cependant, était Shiki formant un pistolet en plein air et tirant une balle directement sur sa tête à cette distance. Shiki ressent une montée de fierté pour avoir enfin réussi à le toucher, mais la balle de sang ne fait en réalité aucun dégât. Naito est toujours bien plus fort, et l'attaque ne l'affecte presque pas. Il est stupéfait que Shiki puisse contrôler son propre sang, mais suppose que c'était juste un coup de chance. Surtout depuis que Shiki semble proche de perdre le contrôle à nouveau. La dernière chose qu'il veut, c'est une autre explosion de rage. Alors Naito prépare son coup le plus puissant pour abattre Shiki rapidement, mais à sa grande surprise, Shiki reprend en fait le contrôle, retenant son état de rage. Peut-être que ce n'était pas juste de la chance après tout. Naito est déconcerté par le succès de Shiki et exige une explication. Shiki révèle qu'il a simplement imité la technique de Naito après l'avoir vu utiliser sa bague pour se couper le doigt et invoquer le parapluie de sang. Il a tenté la même chose. Il força mentalement son bras à se transformer en pistolet et par pure force de détermination, cela fonctionna. Heureusement pour lui, le pari a payé. Naito a du mal à accepter qu'une approche aussi téméraire ait réellement réussi, mais il ne peut pas contester les résultats. En général, un Oni doit maintenir un contrôle émotionnel parfait pour éviter de devenir berserk. Ce qui explique pourquoi les combattants impulsifs comme Shiki perdent généralement le contrôle et tombent dans le chaos. Mais Shiki n'est pas comme les autres. Il n'a pas réprimé ses émotions. Il les a dominées et a forcé son mode berserk à lui obéir. C'est une approche brutale et non raffinée, mais la force qu'elle lui a donnée était indéniablement explosive. Shiki dit à Naito que son seul objectif est de devenir assez fort pour tuer l'homme qui a assassiné son père, alors il fait un vœu. Si Naito le prend comme subordonné, il donnera tout ce qu'il a pour apprendre tout ce que Naito est prêt à enseigner. Shiki est complètement sincère, et Naito peut le voir, mais il le refuse quand même. Ce que Shiki vient de faire était essentiellement un pari imprudent avec sa vie, et il n'avait aucun plan de secours au cas où les choses tourneraient mal. Pour Naito, ce genre d'imprudence signale encore de l'inexpérience. Pourtant, il ne croit pas que Shiki soit totalement dépourvu de potentiel. Finalement, Naito décide d'épargner Shiki et de le prendre comme élève, arrêtant l'exécution. Il refuse d'expliquer ce qui a exactement changé son avis, mais l'important est qu'il voit maintenant un véritable potentiel en Shiki et Naito n'est pas du genre à laisser le talent brut se perdre. L'île sur laquelle il se trouve s'appelle Onigashima et en son centre se trouve l'Académie Rosetsu, une école créée spécifiquement pour les Oni. Naito explique que c'est une académie militaire où les Oni sont formés pour combattre l'agence Momotaro. Mais Shiki semble moins intéressé par tout cela et plus choqué par la réalisation qu'il est en fait sur une île. Naito donne un coup à Shiki au visage pour avoir dit des bêtises alors qu'il essaie encore d'expliquer les choses. Il annonce ensuite qu'il est le professeur principal à l'académie, ce qui signifie qu'il sera responsable de Shiki et des autres élèves à partir de maintenant. Shiki devra vivre sur le campus, suivre un entraînement et se battre régulièrement pour se préparer à affronter les agents Momotaro, alors il ferait mieux d'être prêt. Mais l'esprit de Shiki est submergé par toutes les informations que Nato vient de lui lancer. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne comprend pas complètement, mais au final, cela n'a pas d'importance pour lui. Il fera tout ce qu'il faut tant que cela signifie devenir assez fort pour se venger. Un peu plus tard, Nato emmène Shiki au vestiaire pour qu'il puisse enfiler son nouvel uniforme scolaire. Shiki se sent un peu bizarre à ce sujet. Il n'aurait jamais pensé qu'il en porterait un à nouveau après avoir été expulsé de son école précédente. Nato mentionne ensuite qu'il y a quelques autres
autres élèves dans sa classe, mais parmi tous, Shiki est le moins doué, donc il ferait mieux d'éviter de se battre. Shiki demande aussi des nouvelles de son père, et Nato explique que le corps est conservé à la morgue et que c'est à Shiki de décider des arrangements funéraires. L'humeur joyeuse de Shiki s'estompe dès qu'il se rappelle la mort de son père. Cependant, Nato lui dit qu'il ne sert à rien de s'attarder sur les regrets du passé. Au lieu de cela, il devrait transformer cette douleur en force pour ne plus jamais ressentir ce genre de regrets. Sur ce, Nato part en patin, disant qu'il n'y a pas de temps à perdre et que Shiki a seulement 15 secondes pour arriver en classe avant d'être en retard. Shiki se plaint que c'est injuste, mais sachant qu'il n'a pas d'autre option, il se précipite après lui. Ils atteignent enfin la porte de la classe et Shiki commence à réfléchir à la manière la plus impressionnante de faire son entrée. Mais Nato n'a pas de patience pour ça et le pousse simplement à travers la porte, faisant atterrir Shiki face contre terre et finir avec un saignement de nez. En remarquant le sang, il demande immédiatement un mouchoir à la personne la plus proche. Au lieu de cela, Jin lui dit de rester tranquille, ce qui énerve instantanément Shiki, le poussant à se mettre face à Jin. Jin n'est pas le seul élève de la classe. D'autres comme Akari, Kuina, Juji, Rokuro et Homaru sont là aussi, mais pour le moment, Shiki se moque éperdument d'eux. Son attention est uniquement sur Jin car il a des comptes à régler avec lui. Soudain, Shiki et Jin réalisent qu'ils sont assis côte à côte avec Nato juste derrière eux. Aucun d'eux ne l'a vu bouger, ce qui les laisse tous les deux figés de peur. Pourtant, Shiki grogne qu'il ne veut pas s'asseoir à côté de quelqu'un comme Jin. Malheureusement, Nato n'a aucun intérêt pour le petit drame de Shiki. Sans perdre de temps, il passe à une annonce de classe, révélant que l'activité d'aujourd'hui sera un simple jeu de chat. Shiki est déconcerté, se demandant s'il est venu à l'école pour jouer à des jeux. Nato les conduit à l'extérieur et explique que cet endroit s'appelle la forêt de Shinra. Les règles sont simples. Ils ont 1 heure pour retourner à l'école sans se faire attraper par lui. Quiconque il touche est immédiatement expulsé. Pour équilibrer les chances, il promet de ne pas utiliser ses capacités sanguines du tout, tandis que les élèves sont libres d'utiliser les leurs autant qu'ils le souhaitent. Mais il lance un avertissement. Si quelqu'un perd le contrôle et devient fou, il n'aura pas d'autre choix que de libérer son propre pouvoir et les choses deviendront laides pour eux. Jin demande à Nato « Et si quelqu'un parvient à tuer Nato pendant le jeu ?» Nato répond que quiconque est assez habile pour le vaincre obtiendrait une graduation instantanée et le droit de rejoindre n'importe quelle unité de leur choix. Il les défie nonchalamment d'essayer mais avertit qu'il ne se laissera pas faire sans se battre. Maintenant que tout le monde connaît les récompenses, ils sont tous impatients pour le jeu. Shiki, cependant, se sent un peu incertain car il s'adapte encore. Mais une petite hésitation ne le retiendra pas. Il est déterminé à faire de son mieux, alors il dit à Nato qu'il est prêt à commencer le jeu. Avant de commencer, Nato ajoute une règle de plus. Pour terminer le jeu, il devrait avoir revendiqué l'un des orbes bleus cool. Il en tient seulement 2 en main, puis les jette au fond de la forêt, après quoi il dit aux étudiants que s'ils ne trouvent pas l'un des orbes avant la fin du jeu, leur victoire serait inutile, même s'ils parviennent à atteindre le but. Les étudiants ont remarqué que Nato n'a lancé que 2 balles dans la forêt alors qu'ils sont 7. Ils supposent immédiatement qu'il veut qu'ils se battent pour les orbes bleus. Cependant, Nato explique qu'il va les diviser en 3 groupes à cause de cela. Le premier groupe serait composé de Omar, Shiki et Jin. Le groupe 2 comprendrait Akari et Juji. Enfin, le groupe 3 comprendrait Rokuro et Kuina. Pour rendre les choses plus intéressantes, Nato dit que les groupes 2 et 3 devront partager une seule balle. Tout le monde s'excite immédiatement en entendant cela, sachant que cela signifie qu'au moins 3 étudiants seront expulsés. Nato ouvre la porte et leur dit d'entrer en premier. Il les suivra 15 minutes plus tard. Mais avant qu'ils n'entrent, Shiki se plaint d'être en équipe avec Jin, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il rejoigne l'équipe. Nato lui dit simplement que s'il ne peut pas accepter les conditions, il sera expulsé. Omar se présente ensuite à Shiki, dégageant une ambiance timide en s'inclinant et en disant qu'elle fera de son mieux pour ne pas le gêner. Mais, en réponse, Shiki la regarde simplement avec admiration. Ce n'est pas surprenant. Il a été un vrai crétin depuis qu'il est enfant, donc les filles ont toujours gardé leur distance. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, une jolie fille lui a parlé et il jure immédiatement de la protéger quoi qu'il arrive. Omar rougit en entendant cela et lui dit de ne pas se donner tant de mal. Elle veut juste rester en dehors du chemin. En entendant cela, Shiki a l'impression d'avoir touché le jackpot. Il est sur le point de conquérir une fille qui est non seulement jolie, mais aussi humble. Omar se présente également à Jin, mais il l'ignore complètement, la laissant dévastée. Shiki crie sur Jin pour avoir fait pleurer Omar, puis fait de son mieux pour la réconforter en la qualifiant de mignonne. À en juger par l'expression de son visage, cela fonctionne clairement. Elle est heureuse. Shiki et Jin continuent
continuent de se chamailler jusqu'à ce que Nato intervienne, leur disant de se taire et de commencer le jeu. Sans hésitation, Jin et Shiki entrent à l'intérieur. Omar, se sentant un peu nerveuse, s'arrête un instant avant de les suivre. Alors que Jin traverse la forêt en courant, il se souvient que Nato a dit que quiconque le tuerait obtiendrait une graduation instantanée. Il croit que c'est l'occasion parfaite pour sortir d'ici rapidement et venger sa famille. Juste à ce moment-là, Shiki s'approche furtivement de lui par derrière et manque de le frapper avec un bâton vraiment lourd. Ils se tiennent face à face. Ce que Shiki veut, c'est que Jin retire ce qu'il a dit sur le fait que sa raison de venir ici est inutile. Pour prouver sa force, Jin enlève son masque et montre les cicatrices effrayantes qu'il a sur la bouche. Mais Shiki n'est pas intimidé parce qu'il pense que montrer ses cicatrices est quelque chose que seules les personnes faibles font. Jin déchire alors son bras et 3 tronçonneuses de sang tournoyantes en émergent. Les yeux de Shiki s'écarquillent de surprise alors qu'il se demande comment Jin contrôle son sang donné avec une telle aisance. Jin peut voir que Shiki est intimidé par cela. Il dit à Shiki de simplement s'enfuir s'il a peur. C'est alors qu'il apprend que Shiki est venu jusqu'ici pour venger son père mort. Pour cette raison, Jin pense simplement qu'ils ne se comprendront jamais. Shiki essaie de contrôler son sang aussi. Il se mord le doigt et laisse le sang s'écouler, mais rien ne se passe. Il finit juste par se ridiculiser. Il est furieux que Jin puisse le faire si facilement alors que lui ne peut pas. Shiki n'a jamais été du genre à reculer devant un combat, alors il prend son bâton et charge Jin, donnant tout ce qu'il a. Pendant ce temps, Omar est perdu dans les bois et commence à se sentir vraiment découragée. Elle trébuche et tombe à plat ventre, disant que quelqu'un comme elle n'a pas sa place ici. Elle trouve brièvement de l'espoir, se souvenant que Shiki a dit qu'ils travailleraient ensemble, mais le perd rapidement en réalisant qu'elle dépend trop des autres. Pourtant, elle continue de marcher, inconsciente qu'elle vient de passer à côté d'un des orbes bleus qu'elle est censée collecter. Pendant ce temps, les autres étudiants attendent à l'extérieur, se demandant comment les choses se passent à l'intérieur de la forêt. En même temps, Shiki et Jin se battent toujours, et il est clair que Shiki se fait botter les fesses. Jin esquive chacune des attaques de Shiki. Il est vraiment frustré de voir à quel point Jin peut contrôler son sang si facilement. Même la forme qu'il prend lorsqu'il contrôle, elle est très différente de la sienne. Au milieu du combat, ses 2 neurones se connectent et il réalise que la forme de son sang est même différente de celle de Nato. Cela lui fait comprendre qu'il peut modeler ou former son sang comme il le souhaite. Mais au moment suivant, Jin le frappe au visage et l'assomme. Pensant avoir gagné, Jin se retourne pour s'éloigner, mais Shiki se relève. Jin lance une entaille de sang sur lui, mais au pire moment possible, Omar se met sur son chemin. Heureusement, Shiki parvient à la tirer de là juste à temps. Omar est allongé sur le sol, ouvre les yeux et voit que Shiki s'est blessée en la protégeant. Elle est submergée par la culpabilité et commence à s'incliner et à s'excuser encore et encore. Mais Shiki lui dit de ne pas s'inquiéter. C'était la faute de Jin, pas la sienne. Au moment où Shiki se retourne vers elle, il voit un énorme monstre Oni apparaître au-dessus de Omar. Il ressemble un peu à un titan féminin. Omar reste à genoux et les supplie tous les deux de s'enfuir de là aussi vite qu'ils le peuvent, sinon le monstre va les tuer. Pendant ce temps, Nato s'ennuie en attendant que le groupe termine. C'est alors qu'il reçoit une visite inattendue du directeur de l'école. Le directeur trouve assez audacieux de la part de Nato de donner à ses élèves une mission de vie ou de mort dès le premier jour. Nato dit qu'il a fait cela parce qu'il pense que l'entraînement est plus significatif que de perdre toute la journée avec des explications. En entendant cela, le principal peut dire que Nato se soucie réellement des élèves et qu'il fait cela pour leur bien. Être un Oni n'est pas facile du tout. Beaucoup d'entre eux meurent chaque année et la plupart ne sont que des enfants. On pourrait même être tué juste pour être lié à l'un d'eux. Le pire cas concerne ceux qui sont capturés vivants et utilisés comme cobayes dans un laboratoire. C'est pourquoi Nato fait de son mieux pour former ses enfants le plus rapidement possible afin qu'ils puissent se défendre. Il croit que tant qu'ils sont forts, ils ne mourront pas. Pendant ce temps, Shiki et les autres sont dans une situation difficile maintenant que le titan Oni est devenu fou. Jin saute et essaie de le couper, mais il est beaucoup trop grand, il n'a aucune chance. Shiki demande à Omar d'y mettre fin, mais malheureusement, elle ne peut pas le contrôler. Elle s'effondre alors au sol à cause d'une perte de sang excessive. Le premier réflexe de Shiki est de courir là-bas et de l'éloigner. Mais en arrivant, il est surpris de voir que le titan la protège en réalité. Le titan Oni lance alors une lourde attaque de sang qui envoie Shiki et Jin voler. Omar rassemble ses forces, appelle le titan et le désigne comme sa sœur. Elle le supplie d'arrêter toute cette destruction. Alors que Shiki se relève, Omar leur conseille de s'enfuir avant d'être tués.
Mais Shiki dit qu'il ne va certainement pas faire ça parce que cela signifierait qu'elle se viderait de son sang et mourrait juste devant ses yeux. Il ne peut pas simplement la laisser mourir comme ça. Caché dans les buissons, Nato observe à distance et voit que ce titan géant est l'aptitude spéciale de sang de Homar. Il est curieux de voir comment les enfants vont gérer cela. Au milieu du chaos, Shiki essaie de faire appel à son propre pouvoir sanguin, mais cela échoue à nouveau. Nato voit cela et sait que cela ne fonctionnera pas cette fois. Shiki n'a réussi que par pure chance. Le titan lance une attaque en jetant plusieurs pierres sur Shiki, le projetant en arrière. À ce moment-là, il commence à se sentir vraiment pathétique. Son père est mort juste pour le protéger, mais maintenant il est toujours inutile. Il baisse les yeux en commençant à pleurer, disant qu'être faible est tellement frustrant et humiliant. Juste à ce moment-là, Jin s'avance et dit à Shiki que s'il pleure, il devrait aller le faire ailleurs. Jin tire alors son sang et invoque 2 armes tronçonneuses de ses mains et se retrouve maintenant face à face avec le titan Oni. Il est encore un peu secoué par la dernière attaque qu'il a subie, mais ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Nato observe toujours de loin et reconnaît que Jin créer 2 types d'armes différents, type en même temps, nécessiterait un contrôle sérieux de son sang d'Oni. Il a certainement de l'expérience. Le sang d'un Oni peut littéralement prendre n'importe quelle forme ou force. L'image qu'une personne a est transmise depuis son cerveau, voyageant non seulement à travers les nerfs, mais aussi à travers le flux sanguin, se modelant en conséquence. C'est un simple signal du cerveau. Dans certains cas, les gens voient leur traumatisme se refléter, tandis que d'autres révèlent leurs préférences ou goûts. La légende raconte que ce qu'un Oni crée avec son sang peut même offrir un aperçu de la vie elle-même. Ainsi, l'acte de créer sa propre arme unique à partir de son sang est devenu connu sous le nom de libération de l'éclipse de sang. De retour sur le champ de bataille, Jin devient sérieux et utilise sa tronçonneuse pour trancher le bras du titan alors qu'il est dessus. Quand le moment est venu, il saute dans les airs et utilise son épée pour trancher l'arrière de son cou. Mais le titan parvient à se protéger à la dernière seconde. Shiki reste sur la touche, frustré de ne pas savoir comment utiliser sa technique de sang. C'est alors que ses 2 neurones se connectent enfin. Toutes les armes que Jin forme sont conçues pour couper, mais les armes d'un Oni sont censées être uniques et personnelles. Shiki a toujours eu un faible pour les armes à feu. Même lors de son test d'évaluation, il a réussi à en créer une à partir de son sang. En rassemblant tout cela, ça doit être la réponse. Pendant ce temps, Jin est occupée à combattre le titan féminin. Elle pousse un cri perçant à une fréquence qui lui éclate les tympans. Nato continue d'observer le combat et voit que les choses vont devenir un peu incontrôlables. Il pense à arrêter le test et à les expulser tous, mais c'est alors que Shiki sort de nulle part et dévoile un bazooka géant attaché à son bras. Nato est choqué de voir qu'il a réussi à le comprendre si rapidement. Le titan essaie de l'écraser, mais Shiki change rapidement de position et tire un coup flamboyant qui anéantit le titan en un seul tir. Du sang éclabousse partout. Shiki arbore un sourire éclatant. Ni Nato ni Jin ne peuvent en croire leurs yeux. Shiki vient de prouver que tout le monde avait tort. Alors qu'il commence à pleuvoir, il remarque Homar allongé inconscient sur le sol. Il se précipite immédiatement pour l'aider, mais son corps est si faible qu'il tombe à plat ventre. Nato apparaît soudainement, lui disant qu'il est paralysé parce qu'il vient d'utiliser une quantité ridicule de son sang d'un coup. Ce que Shiki a fait était extrêmement dangereux et aurait pu le tuer. Malgré cela, Shiki essaie toujours de paraître fort en se levant, mais retombe immédiatement. Nato l'avertit que l'utilisation de trop de sang à la fois pourrait être fatale. Shiki ne peut toujours pas contrôler correctement son sang et a encore un long chemin à parcourir. Nato lui conseille de prendre les choses calmement à partir de maintenant. Pourtant, Nato ne peut nier que l'attaque que Shiki a utilisée il y a quelques minutes était incroyablement puissante. Shiki dit à Naito de ne pas s'inquiéter autant pour lui. Au lieu de cela, il veut que toute l'attention soit concentrée sur le fait de s'assurer que Homar va bien. Il insiste pour qu'il ne s'occupe de lui qu'après avoir aidé Homar. En entendant cela, Naito se sent choqué et confus, se demandant pourquoi quelqu'un qui a failli mourir s'inquiéterait encore autant pour les autres. Juste à ce moment-là, Jin s'approche par derrière et essaie de trancher la tête de Naito, mais Naito bloque heureusement à temps. Après avoir mis de la distance entre eux, Jin demande à Naito pourquoi il perd son temps à s'inquiéter pour eux. Jin ne se soucie pas de qui est blessé en cours de route. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'atteindre son objectif, peu importe le coût. Naito ouvre son parapluie avec désinvolture, disant qu'il préfère traiter tous ses élèves de manière égale, mais les gars comme Jin l'énervent sérieusement. Jin confirme une dernière fois avec Naito que s'il parvient à le tuer, il obtiendra immédiatement son diplôme et sera affecté à l'escouade de son choix. Naito accepte les conditions. Il dit même qu'il n'utilisera pas du tout ses techniques de sang pour se défendre.
Sans perdre de temps, Jin fonce sur Naito et attaque avec ses tronçonneuses. Mais Naito bloque rapidement chaque coup avec son parapluie. Leur combat continue d'avant en arrière, Naito défendant chaque attaque sans effort. Après avoir créé de la distance à nouveau, Jin se précipite encore une fois. Mais cette fois, juste avant que Jin n'attaque, Naito clique sur son parapluie, libérant un épais nuage de fumée qui aveugle temporairement Jin. Naito dit à Jin de ne pas s'inquiéter. La fumée n'est pas empoisonnée. C'est juste de la fumée ordinaire. Jin peut dire qu'il utilise la fumée pour lancer une attaque surprise contre lui. Son plan est de le couper en deux au moment où il essaie de s'approcher de lui. Mais juste à ce moment-là, il est touché au bras par une tonne de balles en caoutchouc. Naito a observé que Jin est axé sur le combat rapproché, alors il décide de garder ses distances avec des attaques à longue portée. Il ne le frappe qu'avec des balles en caoutchouc. Mais comme il s'est blessé au bras en combattant le titan, Naito est sûr que ça fait un mal de chien. Cependant, Jin a encore un tour dans son sac. Il libère sa nouvelle attaque Blood Eclipse et lance plusieurs lames tournoyantes sur Naito. Naito les esquive facilement, mais est surpris que Jin ait trouvé un moyen de contrer la défense à longue portée. Leur combat s'intensifie dans les airs et Jin se faufile derrière lui, essayant de tout terminer, mais Naito le prend par surprise avec une autre grenade fumigène. Jin atterrit au milieu du sol couvert de fumée et suppose immédiatement que Naito va essayer de le tirer depuis le nord. Mais Naito s'approche par derrière et lui assène un coup de poing solide dans le dos, l'envoyant valser. Alors que Naito s'avance vers lui, il dit que supposer que votre adversaire attaquera toujours à distance est une bonne façon de se faire tuer. Jin était une cible facile parce qu'il favorisait son bras droit. Naito lui dit que sa plus grande erreur a été de penser qu'il pouvait gagner ce combat malgré sa blessure. Puis il utilise son parapluie spécial pour piéger Jin. Mais Jin a perdu tellement de sang qu'il est trop faible pour même se libérer. Shiki observe toute la scène et reste sans voix. Naito continue de parler, disant à Jin que si c'était un vrai combat, il serait mort. En cours de route, Naito révèle que Jin va à de telles extrémités juste pour revoir son père. Jin est choqué qu'il sache cela. Naito explique qu'il a fait quelques recherches et a tout découvert, comme le fait que le père de Jin est un Momotaro. Shiki entend cela et est stupéfait. Maintenant que son secret est révélé, Jin décide qu'il n'y a plus de raison de cacher quoi que ce soit. Il commence par dire que son père était un salaud misérable qui lui a tout pris, sa famille et ses rêves. Les cicatrices sur tout le corps de Jin sont des rappels douloureux gravés par son père, et la haine qu'il ressent depuis l'enfance n'a jamais disparu. Enfant, il a à peine survécu, vivant de restes trouvés dans les poubelles de rue. Maintenant, le seul but qui le pousse à avancer est de tuer son père. Ce n'est qu'alors qu'il se sentira entier. L'histoire de fond donne à Jin une montée d'adrénaline, alors il se libère rapidement de la prison de parapluie. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Naito lui attrape le visage et le claque au sol. Il dit à Jin d'utiliser son cerveau pour une fois. Il serait inutile pour lui de mourir en essayant d'atteindre son objectif. Alors, autant vivre pour son objectif. Et s'il ne comprend pas cela, il va certainement se faire tuer un de ces jours. Un peu plus tard, toute la situation s'est calmée, alors Naito est maintenant au téléphone avec son assistant et demande à l'infirmière de l'école de venir là-bas dès que possible. Omar n'est pas en condition physique pour continuer le défi. Alors que Jin a également été complètement immobilisé, il ne reste plus que Shiki dans le groupe. Alors qu'il rassemble la force de se lever, Naito lui dit qu'il lui reste encore 5 minutes et 42 secondes pour terminer le défi. Mais voici le rebondissement. Naito a déjà trouvé l'un des orbes bleus, donc Shiki a maintenant deux choix. Soit trouver le dernier en 5 minutes et atteindre l'objectif, soit le combattre et prendre l'orbe. Shiki n'y réfléchit même pas et s'enfuit aussi vite qu'il peut. Et bien que Naito soit déçu, il le poursuit quand même. Pendant ce temps, Jin est juste laissé là seul. Mais ensuite, il regarde vers les buissons et est surpris de voir Shiki en sortir. Shiki se tient devant lui et propose de l'aider, mais seulement à condition qu'il travaille avec lui. Shiki sait qu'il n'y a aucun moyen de vaincre Naito seul. Jin entend cela et refuse immédiatement, disant que ce serait extrêmement humiliant pour lui d'être sauvé par lui. Shiki s'accroupit et raisonne avec Jin, lui disant de mettre sa fierté de côté et de se concentrer sur l'objectif qu'ils essaient tous les deux d'atteindre. Dans une tentative de convaincre Jin, Shiki mentionne que son père était aussi un Momotaro. Donc, si on y pense, ils ne sont pas si différents. Pendant ce temps, Naito est occupé à fouiller toute la forêt à la recherche de Shiki, mais il n'arrive pas à le trouver. Cela le fait se demander s'il aurait pu faire demi-tour. C'est alors qu'il aperçoit Shiki courir en dessous de lui à travers la forêt. Il atterrit devant lui, ce qui fait que Shiki s'arrête brusquement. Et à ce moment-là, Shiki commence à transpirer parce qu'il pense qu'il est cuit. Mais c'est
C'est alors que Jin saute d'un arbre voisin et lance une attaque surprise. Naito l'esquive rapidement, mais est vraiment surpris que les deux aient réussi à faire équipe. Il est toujours confiant de pouvoir les gérer tous les deux. Mais ensuite, Jin lance de manière inattendue une corde et ensemble, ils l'utilisent pour attacher et serrer autour de Nato. Nato est honnêtement impressionné par leur bonne coordination. Il pense même que leur plan aurait pu fonctionner s'il n'était pas si épuisé. Shiki sent que c'est l'occasion parfaite pour lui. Il court vers Nato et frappe l'orbe de ses mains, le faisant tomber par terre. À ce moment-là, plusieurs pensées traversent l'esprit de Nato. Ils ont un peu moins de 3 minutes pour terminer le jeu, donc s'ils commençaient à sprinter maintenant, l'un d'eux pourrait réussir à revenir. Cependant, si Jin attrape la balle et s'enfuit avec, Shiki le poursuivra probablement et essaiera de la lui voler, créant l'ouverture parfaite pour que Nato intervienne et le récupère. Mais à la surprise générale, Shiki affiche un large sourire et encourage Jin, lui disant de prendre le ballon et de courir. Sans hésitation, Jin attrape le ballon et sprinte vers la ligne d'arrivée aussi vite qu'il le peut. Alors que Jin s'enfuit, Shiki provoque Nato, pensant qu'il vient de gagner. Mais Nato éclate sa bulle en lui disant que si Jin marque avec le ballon comme ça, il serait le seul à passer et tous ceux qui échouent seraient expulsés. Shiki n'en revient pas d'avoir été aussi idiot. Il tombe à genoux et ne peut que commencer à regretter. En voyant cela, Nato peut dire que Shiki est le type de gars honnête qui agit sur ce qui est juste devant lui sans penser au coût ou aux bénéfices. Pendant ce temps, Jin court vers la ligne d'arrivée à toute vitesse, ayant en tête que s'il continue à ce rythme, il arrivera tout juste à temps. Mais c'est à ce moment-là qu'il a quelques flashbacks sur la façon dont Shiki l'a aidé et même soutenu, alors qu'il n'aurait clairement pas dû. Cela provoque un changement de cœur soudain chez Jin, alors il se retourne et court vers eux. Cependant, il dit à Shiki de ne pas se méprendre. Il ne fait cela que parce qu'il ne veut jamais se sentir redevable envers lui. Il préfère être expulsé et atteindre son objectif par lui-même plutôt que de se sentir redevable envers lui. Juste au moment où il est sur le point de remettre l'orbe à Shiki, un petit être magique rouge surgit de nulle part et s'arrête. Jin et Shiki n'ont aucune idée de ce qu'est la créature, alors ils s'arrêtent et la regardent. Nato explique alors que c'est Muku, un tapir messager à grande vitesse de Bokyu Express. Son travail principal est de livrer des messages instantanément sans laisser de traces. Nato commence à se sentir mal à l'aise. Si Muku est venu jusqu'ici, cela signifie probablement qu'il y a une situation urgente. Il joue le message enregistré depuis le dos de Muku et ils entendent tous que la branche de Kyoto de l'agence Oni est attaquée par l'agence Momotaro. Ils demandent un renfort immédiat. Pendant ce temps, les autres étudiants attendent à l'extérieur du terrain d'entraînement. Cela fait plus d'une heure que le test a commencé et ils commencent à se demander pourquoi personne n'est encore sorti. Quelques secondes plus tard, ils les voient enfin émerger, mais remarquent rapidement que Omar n'est pas avec eux. Alors, ils demandent immédiatement où elle est. Nato explique qu'elle a trop utilisé son sang et sera hors d'action pendant quelques jours. Cela mis à part, Nato les informe que le test d'entraînement physique est annulé. La branche de Kyoto de l'agence Oni leur a envoyé une demande d'urgence pour un renfort et Nato dit qu'ils vont tous s'y rendre immédiatement en tant que renfort. Environ 1 heure plus tard, ils prennent la mer sur un bateau de croisière luxueux en direction du siège de l'agence. Shiki passe son temps devant un miroir à essayer de faire disparaître ses cornes d'Onis. Après plusieurs minutes de concentration intense, il y parvient enfin et devient vraiment excité. Il se précipite pour le dire à Akari, mais il rappelle à Shiki que tout le monde ici peut déjà le faire, donc ce n'est pas vraiment un exploit. Nato est occupé à cultiver l'aura, en faisant des pompes sur un doigt, tout en disant à ses élèves que même s'ils se rendent sur le lieu attaqué avec lui, ils ne combattront pas. Ils ne s'occuperont que des tâches de soutien. Les élèves grognent de déception, disant qu'ils veulent être en première ligne. Nato répond en disant que le travail de soutien qu'ils feront est en fait plutôt cool. Il explique que chaque municipalité a au moins une unité de l'agence Oni stationnée. Ces unités ont 2 responsabilités majeures. La première est l'unité de combat, qui se bat en première ligne lorsque les Momotaro attaquent. La deuxième unité est l'unité de soutien, une équipe qui aide les Oni vivants parmi les humains. Ils protègent les Oni qui n'ont pas de famille ou de soutien et les aident dans leurs problèmes quotidiens. Et comme les Oni ne peuvent pas consulter des médecins ordinaires, ils fournissent également des soins de santé physique et mentale. Chaque fois qu'ils combattent les Momotaro, les étudiants sont également responsables du sauvetage et du soutien médical. C'est pourquoi ils sont affectés à l'unité de soutien. Shiki se sent frustré en entendant cela. Combattre en première ligne aurait été une chance pour lui de devenir plus fort. Il se demande même si le type qui a tué son père pourrait être là et la seule façon de le savoir est d'y arriver en premier. Enfin, Nato ajoute que l'agence Momotaro a plusieurs branches régionales et celle stationnée à Kyoto est particulièrement redoutable.
Peu de temps après, Nato et ses élèves arrivent à destination. Nato leur dit qu'il prévoit de les emmener dans la zone souterraine sous le temple Iriuda, mais tout le monde est confus lorsque le groupe s'arrête devant ce qui semble être un restaurant ordinaire. Une vieille dame soulève alors le rideau à l'entrée et dit qu'elle les attendait. Elle les conduit ensuite dans son salon où elle dévoile le passage souterrain secret qui passe directement sous le temple d'Iriuda. Ailleurs, nous voyons Tsubakiri, le capitaine de l'agence Momotaro qui vient de massacrer toute une unité d'Oni avec l'aide de son fidèle vice-capitaine Yomogi. Yomogi est un peu agacé parce que Tsubakiri a un peu exagéré en s'occupant des Oni. Nettoyer ce bazar va être un vrai casse-tête. Mais Tsubakiri se défend en disant qu'il ne peut tout simplement pas résister à mener des expériences sur les Oni chaque fois qu'il les rencontre. Il est un peu contrarié qu'il n'y ait eu que des Oni mâles cette fois-ci. Il préfère utiliser des Oni femelles pour ses expériences car elles ont une tolérance à la douleur plus élevée. Yomogi pense que les expériences de Tsubakiri sont devenues un peu incontrôlables, surtout sa dernière création, un horrible hybride d'un chien, d'un singe et d'un faisan. Tsubakiri admet que la créature est vraiment laide, mais insiste sur le fait qu'elle est extrêmement importante. Parce que cette fois, il a réussi à créer un mangeur d'Oni qui ne chasse que d'autres Oni, ce qui est l'arme biologique anti-Oni ultime. Yomogi avertit Tsubakiri de ne pas perdre de vue leur objectif, qui est de protéger les civils et de détruire les Oni dangereux. Mais Tsubakiri est plus préoccupé par la découverte des mystères du sang des Oni. Des choses comme son facteur de guérison, la façon dont il mute et les armes qu'il leur permet faire. Yomogi rappelle à Tsubakiri qu'il ne peut mener ses petites expériences que parce qu'il est membre de l'agence, donc il devrait au moins essayer de contribuer un peu. Tsubakiri continue de divaguer sur toutes les merveilles qu'il pourrait accomplir s'il pouvait contrôler le sang des Oni. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un petit garçon Oni se cachant de peur en entendant toutes les choses terribles qu'ils viennent de dire. Les voix des agents Momotaro s'estompent lentement, alors le garçon pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il vient d'échapper à la mort. Mais Tsubakiri sort alors la tête devant lui. Le garçon recule, effrayé. Il s'avère que Tsubakiri savait qu'il était là depuis le début. Tsubakiri pense que c'est son jour de chance, car il manquait de spécimens d'enfants. Mais heureusement pour lui, il vient d'en trouver un. Yomogi s'approche et le frappe fort avec l'intention de l'assommer. Mais le garçon est encore conscient et rassemble ses forces pour se relever. Alors qu'elle le frappe, une goutte de sang éclabousse l'uniforme de Tsubakiri et Yomogi réalise que c'est mauvais. Tsubakiri s'approche alors du garçon Oni et commence à le frapper aussi, expliquant que bien qu'il soit intéressé par l'étude du sang Oni, il en est dégoûté. Finalement, Tsubakiri montre son pouvoir en manipulant les cadavres des Oni tombés et en les roulant tous ensemble en un énorme tas. Il écrase le garçon en dessous jusqu'à ce qu'il meure. Leurs capacités leur permettent de combattre en utilisant des bactéries noires provenant de leur corps. Certains utilisent ce pouvoir pour fabriquer des armes, tandis que d'autres l'utilisent pour lancer des spores. Mais ce que Yomogi trouve troublant, c'est la façon dont Tsubakiri utilise son pouvoir. Tsubakiri est capable d'utiliser ces bactéries noires pour contrôler les cadavres sans aucune limite. Tsubakiri ordonne ensuite à sa laide création hybride de manger le thé d'Oni et de nettoyer les restes. Une fois cela réglé, Tsubakiri et Yomogi décident de retourner au travail. Simultanément, Nato et ses élèves traversent encore le tunnel souterrain de Kyoto. Et après avoir marché un peu plus, Nato ouvre une grande porte de tunnel et annonce qu'ils viennent d'arriver à la seule base de l'agence de Kyoto. Shiki et les autres sont stupéfaits. L'endroit est si immense qu'ils le prennent pour un manoir. C'est alors qu'un gars aux cheveux roses sort d'une des pièces. En voyant Nato, il se déplace calmement pour le saluer jusqu'à ce qu'il aperçoive Kuina parmi les étudiants. Il perd instantanément son calme en voyant qu'une fille aussi attirante qu'elle est l'une des étudiantes de Nato. Alors, il se retourne pour se recoiffer. Il s'adresse directement à Kuina et lui demande audacieusement son numéro. Mais Kuina refuse. Le rejet le frappe durement, mais il ne perd pas espoir. Il sait qu'il aura de la chance un de ces jours. Shiki est curieux de savoir qui est ce clown. Alors, il se présente comme Kiyoya, le commandant de l'unité de soutien de l'agence Oni. Apparemment, lui et Nato étaient camarades de classe à l'Académie Rosetsu. Nato met fin à toutes les discussions et les informe qu'il est sur le point de se rendre sur le front. Ses étudiants entendent cela et sont tous impatients de l'accompagner. Mais Nato ne leur répond pas. Il dit simplement à Kiyoya qu'il est libre d'utiliser ses élèves comme il le souhaite jusqu'à son retour du front.
Juste à ce moment-là, une des infirmières entre pour appeler Kyoya car il y a une urgence vraiment sérieuse sur le terrain. L'infirmière voit que les étudiants de l'académie sont arrivés, alors elle leur dit de se dépêcher de se changer car ils vont avoir besoin de leur aide pour cette opération. Peu de temps après, tout le monde se change et est escorté vers le centre des patients. Shiki regarde autour de lui et frissonne en voyant les conditions désastreuses dans lesquelles se trouvent ces soldats de première ligne. Cependant, l'infirmière attire l'attention de Kyoya sur un soldat de première ligne qui est dans un état encore pire. Pendant la bataille, le soldat a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes. Il a même du mal à respirer car ses poumons ont subi des dommages importants. L'infirmière estime qu'il lui reste environ 3 minutes. Shiki tremble de peur en regardant le patient car il n'avait jamais imaginé que la vie en première ligne pouvait être si effrayante. Mais malgré l'état médical critique de l'homme, Kyoya affiche toujours un sourire radieux en disant au patient qu'il va s'en sortir. Shiki dit à Kyoya d'arrêter de plaisanter car il ne pense pas que cet homme ait la moindre chance de survivre vu son état médical actuel. Mais Kyoya dit simplement à Shiki de lui faire confiance quand il dit cela. Kyoya ordonne aux infirmières de lui apporter plusieurs poches de sang d'Oni. En faisant cela, il dit à tout le monde qu'il va leur donner un petit aperçu de ce qu'est la vie en première ligne. Ailleurs, Tsubakiri et son équipe viennent de neutraliser les premières vagues des agents Oni. Les membres restants de l'agence Oni commencent à envisager de s'enfuir parce qu'ils ont vu que Tsubakiri est si fort qu'il a pu tuer à la fois leur commandant et leur vice-commandant. Tsubakiri marche lentement vers eux avec l'intention de les achever, mais Nato arrive à la dernière seconde et utilise sa libération de l'éclipse de sang pour invoquer des archers de sang qui tirent des flèches sur lui simultanément. Tsubakiri parvient à bloquer en utilisant les cadavres des Oni comme bouclier. Avec cela hors du chemin, Tsubakiri informe Nato qu'il a entendu dire qu'il y a un endroit où les Oni de Kyoto se rassemblent discrètement. Il demande si cela signifie que l'espèce Oni disparaîtrait s'il les éliminait tous. Mais Nato n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors Tsubakiri suppose que ce n'était qu'une rumeur après tout. De retour à l'agence, plusieurs poches de sang d'Oni ont été reliées au corps de Kyoya. Il regarde le patient et lui demande s'il voudrait retrouver ses bras ou ses jambes. Étant donné son problème pulmonaire, il ne peut pas vraiment parler. Alors, Kyoya lui dit simplement d'utiliser les mouvements de sa bouche pour indiquer sa réponse. Le patient indique qu'il préférerait retrouver ses bras en premier parce qu'il veut encore pouvoir serrer ses enfants dans ses bras s'il survit. Kyoya lui assure qu'il va retrouver ses enfants après cela. Kyoya sort un scalpel et l'utilise pour percer sa peau, permettant à un épais filet de son sang d'Oni de couler dans la bouche du patient. Le patient commence à crier de douleur, alors les infirmières exhortent les étudiants à se rendre enfin utiles en maîtrisant le patient pendant qu'il crie. Quelques secondes plus tard, les poches de sang sont presque immédiatement vidées. Alors l'infirmière exhorte les étudiants moins occupés à aller dans la pièce voisine pour chercher plus de sang. Shiki continue de retenir le patient jusqu'à ce qu'il regarde le bras du gars et voit qu'il commence lentement à se régénérer. Il recule en sursaut. Le processus de régénération cellulaire a déjà commencé, donc ses bras repoussent et ses poumons commencent lentement à se réparer. Les étudiants observent cela et sont choqués de voir que les bras et les poumons de l'homme ont été guéris. Shiki demande à Kyoya si les jambes du patient vont aussi se régénérer. Kyoya répond qu'elles se régénéreront avec le temps et les bonnes doses médicales. Kyoya explique en outre que s'ils essaient de régénérer à la fois ses bras et ses jambes en même temps, le patient développera probablement des anticorps. Et une fois que cela se produit, aucune transfusion sanguine ne pourra le résoudre. Le patient sera très probablement retiré de l'unité de combat après cela, mais Kyoya lui dit qu'il peut toujours rejoindre l'équipe de soutien s'il veut encore être utile à l'agence. Le patient entend cela et ne peut rien faire d'autre que verser des larmes de joie tout en remerciant Kyoya pour tout ce qu'il a fait pour lui. Kyoya attire ensuite l'attention des étudiants sur le fait que dans cette guerre en cours, ce patient qu'il vient de sauver pourrait très bien être l'un d'entre eux en ce moment. Il comprend pourquoi ils sont si impatients de combattre en première ligne. Cependant, il leur rappelle que ceux qui combattent tous les monstres dangereux en première ligne survivent toujours parce qu'ils ont quelqu'un derrière eux pour les protéger. C'est précisément le rôle de l'unité de soutien. Les étudiants comprennent maintenant comment cool et important est le rôle de soutien, alors il propose même de les aider de toutes les manières possibles. Kyoya a le travail parfait pour Shiki. Il lui demande de s'occuper de la petite fille nommée Mei là-bas. Mei a été amenée hier parce qu'elle a été attaquée par un Momotaro et ses parents n'ont pas encore été retrouvés. Kyoya compte sur Shiki pour lui tenir compagnie jusqu'à nouvel ordre.
Shiki va s'asseoir à côté de Mei. Il essaie d'engager la conversation en faisant des petites discussions, mais elle l'ignore complètement. Elle finit par parler lorsque Shiki lui demande si elle veut aller à Irida. Elle répond en disant qu'elle ne sait pas où c'est. Shiki est choqué d'entendre qu'elle ne sait pas où se trouve cet endroit parce qu'il est si populaire qu'on l'enseigne à l'école primaire. Mais Shiki obtient une explication claire lorsque Mei lui dit qu'elle n'est jamais allée à l'école. Après cela, ils marchent tous les deux dans le couloir pour voir un ensemble. Une nouvelle vague d'agents Oni vient d'être tués par le Momotaro, donc leurs corps sont actuellement transportés pour être correctement éliminés. Mei regarde certains des cadavres qui passent et 2 d'entre eux se révèlent être sa mère et son père. Mei découvre qu'ils sont morts au combat et ne peut rien faire d'autre que pleurer de chagrin. De retour sur le front, Tsubakiri affiche un sourire bruyant en expliquant à Nato qu'il a laissé derrière lui des cadavres d'Oni imprégnés de ces bactéries. Il s'est assuré qu'ils soient faciles à trouver et a supposé qu'il ramènerait ces cadavres à la base. En d'autres termes, ils ont fini par ramener des cadavres dans leur base que Tsubakiri peut contrôler quand il le veut. Nato écarquille les yeux de choc à cette réalisation. Tsubakiri n'est pas sûr que les cadavres soient déjà arrivés à leur base, alors il décide de faire un petit test en bougeant ses doigts pour les ranimer. De retour à l'agence, Tsubakiri commence par contrôler le corps du père de Mei en le faisant s'asseoir. Mei voit cela et est vraiment excité, pensant que son père n'est finalement pas mort. Dans les instants suivants, Shiki et Kiyoya se retournent pour voir que le père de Mei s'est réveillé et est en train d'étrangler sa propre fille à mort. Kiyoya voit cela et sait instantanément que c'est l'œuvre de Tsubakiri. Il ordonne d'abord à Shiki de couvrir les yeux de Mei, puis il utilise 2 scalpels pour le poignarder à travers la tête, détruisant ainsi son cerveau. Le cadavre s'effondre alors au sol. Dans des cas comme celui-ci, couper la tête ne suffira pas. Il faudrait détruire le cerveau. Mei se précipite vers le cadavre de son père et continue de pleurer. Kiyoya est occupé à plaindre Mei, mais c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'ils ont plus de 30 cadavres dans le bâtiment que Tsubakiri contrôle. À ce moment-là, la mère de Mei attrape Shiki par derrière, l'étranglant. Kiyoya le remarque et se précipite pour aider. Mais avant qu'il ne puisse le faire, 3 autres zombies Oni le saisissent par derrière, le retenant. Pendant ce temps, les infirmières sont occupées à transporter les cadavres vers l'unité d'élimination lorsque les corps se réveillent soudainement et commencent à attaquer. Juste après, une vague massive de zombies Oni déferle à travers la porte dans la salle des patients. Ils attaquent immédiatement les patients allongés sur le sol, mais les infirmières se défendent du mieux qu'elles peuvent. Dans l'autre pièce, Mei pleure à chaudes larmes, suppliant sa mère d'arrêter d'étrangler Shiki. Mais sa mère s'est déjà transformée en zombie et Shiki sait qu'elle est perdue. Kiyoya veut désespérément aider, mais les 3 Oni zombies qui le bloquent refusent de reculer. Avant que Shiki ne perde connaissance, il tend lentement la main vers un pistolet au look soigné. Il se souvient d'être sur le bateau en venant ici quand Nato le lui avait donné pour se défendre. Puisque Shiki ne pouvait toujours pas contrôler complètement son sang. À l'époque, Shiki ne pensait pas à la légitime défense. Il était juste ravi d'avoir enfin un vrai pistolet au lieu d'un modèle factice. Nato lui avait expliqué que le pistolet était chargé avec des balles infusées du sang de Shiki, ce qui signifiait qu'elle frappait beaucoup plus fort que des balles normales. Comme il n'y avait pas beaucoup de balles, Nato lui avait dit de ne les utiliser que lorsque c'était vraiment nécessaire. Shiki réalise que l'utilisation du pistolet sur la mère de Mei est sa seule chance de survivre. Il étreint Mei pour bloquer sa vue, puis tire sur sa mère dans la tête. Shiki prend une profonde inspiration, ressentant une vague de soulagement. Pendant ce temps, Kiyoya est toujours coincé sous les zombies Oni, mais Shiki le sauve en leur tirant une balle dans la tête à tous les 3, les tuant instantanément. Kiyoya pousse le tas de cadavres pour se dégager et regarde Shiki. Ils cèdent à se relever et Kiyoya lui dit qu'il s'occupera de mettre les patients en sécurité, pendant que Shiki prendra en charge les zombies Oni dans le hall principal. Pendant ce temps, les patients sont à quelques secondes de devenir de la nourriture pour zombies, jusqu'à ce qu'Akari fasse irruption, les sauvant à la dernière minute en frappant les zombies avec de puissants coups de poing au visage. Les autres étudiants rejoignent le combat, se défendant, mais au bout d'un moment, ils remarquent quelque chose d'étrange. Peu importe combien de fois ils frappent les zombies, les créatures ne restent tout simplement pas à terre. Jin a l'air inquiet, se demandant clairement ce qu'il devrait faire ensuite. C'est alors que Shiki crie soudainement, disant à tout le monde que la seule façon de vaincre les zombies est de viser la tête. Tout coup porté à une autre partie du corps ne les tuera pas. En entendant cela, Jin utilise rapidement sa technique d'éclipse, lançant 3 shurikens de sang directement sur la tête des zombies. Comme l'a dit Shiki, ils tombent instantanément, morts pour de bon.
Les autres voient cela, et maintenant ils sont convaincus que c'est ainsi qu'ils doivent se battre. Avec cela réglé, Kyoya ordonne à l'unité de soutien de se concentrer sur l'évacuation des patients et de prévenir d'autres victimes. Shiki continue de tirer avec son pistolet, abattant plusieurs zombies à la fois, bien que l'acte le dégoûte. Tuer autant de cadavres lui semble mal. Certains étudiants annoncent qu'ils vont aider à l'évacuation, mais Akari réplique en leur disant qu'il n'est pas nécessaire de le dire. Allez-y et faites-le. Ils comprennent l'allusion et partent, tandis qu'Akari reste en arrière, tenant sa position contre les morts vivants. Pendant ce temps, Shiki commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Chaque zombie qu'il tire était autrefois quelqu'un d'important pour quelqu'un. C'étaient des gens innocents et pourtant il leur tire dessus alors que leur véritable ennemi est censé être le Momotaro. Cette pensée le met en rage. Aoya ordonne aux infirmières restantes de mettre tous les patients en sécurité tandis que Shiki et les autres continuent de repousser les zombies. Pendant ce temps, Tsubakiri et Nato sont sur le point de s'affronter. Nato charge en premier, mais Tsubakiri bloque en poussant 3 zombies Oni devant lui comme bouclier. Nato reste calme jusqu'à ce que l'animal de compagnie de Tsubakiri surgisse soudainement de nulle part, se jetant sur lui. Nato esquive de justesse à la dernière seconde, et dans le processus, les 3 zombies Oni sont frappés, leur sang éclaboussant le mur. Nato les regarde avec un regard froid et imperturbable. Tsubakiri sourit et lui dit qu'il devrait être content. Après tout, les zombies Oni sont en train d'être éliminés. Ensuite, Nato dit aux autres de retourner au point d'évacuation pendant qu'il s'occupe de Tsubakiri. Mais Tsubakiri n'a pas l'intention de laisser partir qui que ce soit. Il appelle Yomogi et elle s'avance. En utilisant ses bactéries noires, elle crée une cage qui piège Nato et les autres à l'intérieur. Nato demande ce qu'ils essaient d'accomplir en faisant cela, alors Tsubakiri explique que tant qu'il les a piégés, ils peuvent rester dans leur cachette aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Il ajoute que la barrière est si forte qu'ils ne peuvent s'échapper que si Yomogi le permet. Tsubakiri suppose que Nato croit qu'il ne sait pas où se trouve leur cachette, alors il révèle qu'il a planté des émetteurs sur chaque cadavre qu'il a laissé derrière lui. En suivant les signaux de ces émetteurs, il a découvert que leur cachette est sous Oritadara. L'expression calme de Nato s'efface lorsqu'il réalise que Tsubakiri vient d'apprendre leur emplacement. Tsubakiri commence alors à s'éloigner, donnant un signal à Yomogi. Yomogi répond en laissant le Lied passer à travers la barrière. Nato et les autres restent sur leur garde, incertains de ce qui va se passer. Alors que Tsubakiri continue de marcher, il claque des doigts, faisant gonfler la créature Lied. Les agents Oni regardent avec dégoût, tandis que Nato observe avec curiosité, se demandant ce qui va se passer ensuite. La créature commence à briller, et il est clair qu'elle est sur le point d'exploser. Alors Nato crie à tout le monde de se baisser. L'explosion est si puissante qu'elle détruit tout dans un rayon de 100 mètres. Tsubakiri regarde l'explosion, déçu qu'elle n'ait pas été plus violente, il dit qu'il travaillera à l'améliorer à l'avenir. Yomogi suggère de vérifier s'il y a des survivants, mais Tsubakiri dit que ce n'est pas nécessaire. Personne ne pourrait survivre à ça. De plus, il vient de laver son uniforme et ne veut pas de sang dessus. Quelques instants plus tard, on voit Nato allongé sur le sol, son corps couvert de cicatrices et de brûlures. Pendant ce temps, au quartier général, Shiki tire une balle dans la tête du dernier zombie Oni et pousse un soupir de soulagement, heureux que ce soit enfin terminé. Kyoya annonce qu'ils ont réussi à déplacer les patients dans le hall principal, et c'est grâce à la présence de tout le monde ici, alors il les remercie profondément. Pendant ce temps, Mei reste figée alors que sa mère et son père gisent sans vie sur le sol avec des trous de balles dans la tête. Kyoya remarque cela et se sent désolé pour elle. Il s'approche et lui dit qu'il est désolé qu'elle ait dû vivre ça. Shiki s'excuse également, admettant qu'il est celui qui a tiré sur sa mère à la tête. Il se rappelle le moment et ressent une culpabilité persistante. Mais à sa surprise, Mei dit que ça va. Elle explique qu'elle a toujours vécu cachée et n'a jamais eu une enfance normale, sans jamais faire des choses comme aller à l'école. À cause de cela, elle n'est pas choquée. Elle a toujours pensé que ce jour viendrait, elle ne savait juste pas quand. Elle sourit même à Shiki, lui disant de ne pas s'inquiéter. En entendant cela, Shiki frissonne d'incrédulité. Mei vient de voir ses parents se faire tuer, et tout ce qu'elle peut dire, c'est que ça va. Cela fait serrer les poings de Shiki de frustration, alors qu'il se remémore sa propre enfance. À l'époque, il admirait les super-héros. Les Momotaro sont censés être les super-héros de leur monde. Alors pourquoi prennent-ils la vie de personnes innocentes juste parce qu'elles ont du sang Oni? Submergé par l'émotion, il étreint Mei et dit qu'à cause de cela, il deviendra le méchant pour pouvoir détruire les soi-disant héros. Il continue de la serrer dans ses bras, disant à Mei de ne pas s'inquiéter car il créera un monde où ils pourront tous sourire à nouveau. Tout le monde observe Solar en silence. Toujours dans les bras de Shika, les yeux de Mei tremblent d'émotion. Plus tard, Jin et Kyoya reviennent de l'agence par le tunnel souterrain.
Kyoya suggère de rassembler les corps de leurs amis tombés, disant qu'il conduira Jin au site de crémation et commencera à les transporter là-bas. De retour à l'agence, les autres sont chargés de se débarrasser des cadavres. Et Akari n'est pas content, se plaignant que Kyoya les a laissés faire tout le sale boulot. Il se retourne et voit Juji juste debout là. Alors il lui crie d'arrêter de traîner. Juji répond rapidement qu'il ne se relâche pas. Puisque cet endroit vient d'être attaqué, il est évident que la zone n'est pas sûre, donc il pense qu'il vaut mieux rester sur ses gardes en permanence. Son aptitude est conçue pour l'exploration, alors il se mord le pouce pour faire couler du sang, le laisse goûter sur le sol et un énorme radar de sang apparaît sous eux. C'est sa technique de libération de l'éclipse de sang. Akari n'a jamais vu quelque chose de semblable, alors il frissonne de choc. Juji explique que son sang peut détecter tout être vivant dans un rayon de 5 km autour de l'endroit où il atterrit, et il peut même dire s'il s'agit d'un Momotaro ou non. Le radar commence à scanner les environs, mais au début, il ne détecte rien. Cependant, Juji souligne que la sensibilité de la signature thermique est faible, ce qui rend plus difficile pour lui de déterminer l'apparence exacte ou le niveau de puissance d'une cible. Juste à ce moment-là, le radar émet un bip. Quelque chose a été trouvé, et les yeux de Juji s'écarquillent de stupeur devant la lecture. Pendant ce temps, dans la région de Mizumoto, Tsubakiri et Yomogi ont déjà trouvé l'emplacement du tunnel secret et ont même neutralisé la gentille vieille dame qui le gardait. Tsubakiri est au téléphone avec son assistant, lui ordonnant d'envoyer plusieurs unités LED aux coordonnées qu'il fournit. Il demande également le spécial LED qu'il a gardé pour une occasion importante. Avant de terminer l'appel, il demande le dossier sur l'ONIA au risque juste pour référence, puis raccroche. Tsubakiri dit à Yomogi que si Nato est déjà apparu, alors quelque chose de grand se passe certainement. Yomogi attire son attention sur le tunnel massif devant eux. Elle ne sait pas qui ou quoi pourrait être à l'intérieur, alors elle suggère d'y lancer du gaz toxique. Tsubakiri s'arrête pour réfléchir, convient que c'est une bonne idée, mais change soudainement d'avis. Il décide d'entrer lui-même dans le tunnel. Il dit aussi à Yomogi qu'avant de tuer un Oni qu'il trouve, il devrait d'abord demander leur nom. Yomogi demande pourquoi et Tsubakiri explique que s'il rencontre quelqu'un nommé Shiki, il veut qu'il soit capturé vivant, pas mort. Elle demande ce qui est si spécial chez lui et Tsubakiri répond que Shiki est très différent des autres. Pour cette raison, il veut ramener Shiki au laboratoire pour l'étudier. Avec cette décision prise, ils entrent tous les deux dans le tunnel, déterminés à éliminer la race Oni une fois pour toutes. Et c'est là que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, regardez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans la prochaine.